Août 2020. Jean Genet et la politique. Lorsqu'en mars 1964, Genet apprend le suicide d'Abdallah, son amant, pour lequel il avait écrit Le Funambule, il décide de renoncer à la littérature. Il travaillait alors pourtant depuis des années à l'écriture d'un imposant cycle de 7 pièces de théâtre. Il mit en œuvre sa décision et brûla ses manuscrits. Les commentateurs sont unanimes. Genet connaît alors un effondrement intime grave qui le fait se désintéresser et de son œuvre et du monde. Sa tentative de suicide en mai 1967 en Italie est la pointe extrême de cette situation. Or, ce passage à l'acte, le suicide, n'est pas suivi d'une aggravation ni d'une rechute. Au contraire, comme le note Albert Dichy, l'un des meilleurs commentateurs du poète, elle marque le départ d'une nouvelle période, une renaissance, dit-il. En décembre de cette même année, il voyage au Japon et en Extrême-Orient. Lorsqu'il revient en France, c'est le mouvement de mai 68. Écoutons-le. Je m'apercevais que j'étais tout à fait, sans le rechercher, du côté des contestataires, étudiants et ouvriers. Un autre Genet émerge, un Genet qui sort de sa position d'exclu, le voleur, d'homme seul et unique pour mener désormais une vie publique, non point comme écrivain engagé, mais comme acteur engagé dans des causes politiques. Je peux donc dire, écrivait-il, qu'en juin 68, ma tristesse et ma colère me firent comprendre que dorénavant, je n'aurais de cesse que se retrouve, en France ou ailleurs, l'esprit de mai à Paris. Il en sera ainsi jusqu'à la fin de sa vie, en 1986. Cette période n'est donc pas une passade, une parenthèse, une anecdote. Il consacre exclusivement 18 années de sa vie à l'engagement politique et ne publie plus de textes dits littéraires. Or, cette période fait débat, et même débat vif. Jusqu'alors, son œuvre n'était pas politique, au sens de l'action publique politique, avec ses réseaux, ses militants, ses actions. Il y a certes une politique de Genet interne à son écriture, car déplaçant les catégories qui ordonnent le monde. Mais le combat politique avec des alliés, des adversaires, voire des ennemis, est absent. Pendant la guerre, on ne connaît pas à Genet d'engagement politique précis. Était-il pour ceci ou cela, pour tel ou tel parti, pour tel ou tel dirigeant? Qui sait? Chacun l'ignore, et même cette question pouvait faire sourire, car le poète était ailleurs, toujours ailleurs. Ou dans sa cellule, ou à la colonie de Maîtré, vers où les souvenirs liés à l'enfance le ramènent toujours. Je cite, « La mort fait son œuvre, elle referme sa lourde sur vous », note-t-il dans Miracle de la rose. Par exemple, Genet pouvait tout à la fois fréquenter Sartre, intellectuel de gauche, et un milicien admirateur du nazisme, François Sainte-Haine. Ses lettres à ce dernier ont été publiées sous le titre « Lettres au petit Franz ». La vie de Genet ne s'inscrit pas à cette période dans un contexte politique. Autre exemple, il n'élève jamais ses fugues, ses vols, la falsification de documents administratifs à la hauteur d'une initiative militante prise dans un projet collectif. Jablonka, historien, n'est pas de cet avis et de plus relève chez lui une séduction du nazisme, notamment par sa fréquentation assidue des écrivains d'extrême droite. Il y aurait donc de l'inavouable chez Genet.
À l'écoute d'un vers cité par Santaine, la nuit nazie du premier sang, Genet ne serait-il pas écrié que c'est beau? Mais la séduction de la beauté, la déclaration de la beauté d'un vers se convertit-elle aussitôt en une adhésion idéologique à la signification qu'il emporte, à son concept, à ses conséquences? À partir de 1968, sa vie change et il en tirera des conséquences. Oui, il tirera des conséquences de ce nouveau bout de réel, suivant l'expression de Lacan, qu'il rencontre. Le monde peut se modifier, des causes peuvent être défendues, des actions collectives menées et soutenues. La droite et l'extrême droite n'ont jamais aimé les livres et les pièces de Genet. Elles le haïrent de glorifier l'univers des tantes et des criminels et ne virent dans ses pièces qu'une déchéance de la France éternelle, chrétienne et évidemment hétérosexuelle. Leurs critiques se déchaînèrent au nom d'un art du beau éternel et d'une morale engoncée dans ses certitudes ancestrales. Mais à partir de cette année-là, 68, ces prises de position militantes pour des choix classés à l'extrême gauche de l'échiquier politique renforcèrent cette haine. Ses ennemis n'en démordirent jamais et une affaire Genet éclata après sa mort. Les combats de l'écrivain furent décortiqués au point que même des auteurs de gauche y décelèrent un soutien explicite au terrorisme et à l'antisémitisme. Ainsi, les recherches d'Éric Marty. Le débat fit et fait encore rage. Nous ne pouvons le passer sous silence. Le deuxième de ces engagements est auprès de la fraction Armée rouge allemande. Le 2 septembre 1977, Genet publie en première page du quotidien Le Monde un article qui fera scandale, violence et brutalité. Il était destiné à servir de préface à un livre écrit par les membres du groupe allemand Fraction Armée rouge, RAF. Ce dernier était un mouvement révolutionnaire qui n'hésita pas à se lancer dans le terrorisme urbain en Allemagne fédérale de 1968 à 1998. On appela cette période de terreur les années de plomb. La fraction est parfois désignée du nom de ses membres les plus décidés, la bande à Baader ou groupe Baader-Meinhof. Lorsque Genet écrit son article, le noyau dur des militants, Andreas Baader, Gudrun Henslin, Holger Menz, Ulrike Meinhof et Jean-Karl Raspe, est en prison. Sartre avait pu visiter Baader dans sa prison en 1974 sans conséquences médiatiques particulières. Mais en 1977, la donne a changé. Les actions terroristes se sont multipliées et 3 jours à peine après la parution de l'article, le président du patronat allemand, Hans Martin Schleyer, ancien membre du parti nazi et des SS, est enlevé. Le 18 octobre, on retrouve mort dans leur cellule Baader et sa compagne Henslin. Suicide ou assassinat d'État? La question est toujours en débat. Le lendemain, en représailles, Schleyer est tué et déposé dans le coffre d'une voiture à Mulhouse. Voilà le contexte. Le texte de Genet apparaît comme le soutien à la série des attentats et donc explicitement aux terroristes de la fraction. Le Monde fut attaqué de toutes parts et le directeur d'alors, Jacques Fauvet, dut rédiger une mise au point. À cause de ce contexte, violence et brutalité, est le texte politique de Genet le plus connu et le plus cité, y compris évidemment
pour le contester. Que dit Genet? Certes, il est possible de lire l'article en le réduisant à ses énoncés affirmatifs dont chacun est rédigé à la gloire de la fraction, de ses décisions, de ses options, de ses actions concrètes, les attentats tout aussi bien compris. Voici quelques phrases parmi d'autres. Elles sont de la plume de Genet. Nous devons à la RAF en général de nous avoir fait comprendre non seulement par des mots, mais par leurs actions que la violence seule peut achever la brutalité des hommes. Mais jamais dans ce que nous connaissons d'eux, les membres de la RAF ne laissent leur violence devenir brutalité pure, car ils savent qu'ils seraient immédiatement métamorphosés en cet ennemi qu'ils combattent. Les membres de la RAF ne prouvent pas seulement la générosité et la tendresse voilée de tout révolutionnaire, ils disent encore une sensibilité très délicate à l'égard de ce qui, ici en Europe, nous continuons à nommer le rebut. Nous devons reconnaître que la RAF, au prix de sacrifices cette fois surhumains, décide de frayer le chemin avec tout ce que cela implique de solitude, d'incompréhension, de violence intérieure. Ils sont dans cette situation dangereuse, attentifs à en refuser l'orgueil, sachant que leur pensée doit être débarrassée de toute scorie imbécile afin d'être de plus en plus aiguë pour une analyse toujours plus fine. Ces mots résonnent par leur radicalité, voire aujourd'hui peuvent être entendus de façon insupportable, inadmissible. Et la morale n'est pas loin, mais la morale peut-elle être détachée de ces enjeux. Dans ce même article, Genet tresse des lauriers à l'URSS léniniste qui perpétuerait son option révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui. Non, on ne rêve pas, Genet a écrit cela. Le lecteur effectivement a bien lu, ces phrases sont écrites par Genet lui-même. Elles ne sont pas tirées d'un entretien rapide ou de confidence de fin de soirée par un homme fatigué. Albert Dichy, éditeur de ce texte pour l'ennemi déclaré, justifie cette énumération d'assertions qui légitime le terrorisme par la position intime de l'auteur. Je le cite, plus sûrement que leur pensée politique, c'est le statut indéfendable des terroristes qui a pu susciter leur défense par Genet. Effectivement, la bande à Bader faisait l'unanimité contre elle et l'article précise que de nombreux gauchistes ne l'acceptent pas. La remarque n'est pas fausse, mais elle laisse intacte cette question. Genet défend-il seulement des indéfendables ou bien trouve-t-il dans la radicalité de ses actions extrémistes rien moins que ce à quoi il aspire et a toujours aspiré, y compris dans son œuvre? Dans le premier cas, Genet sauverait l'exclu de son élimination sociale en le faisant entrer dans une communauté incluant au moins l'indéfendable et son défenseur. Or, ce sauvetage cadre mal avec les choix de Genet. Il est plutôt celui qui laisse seul l'exclu pour qu'en incarnant solitude et exclusion, il atteigne à une pureté de l'acte que tout soutien ou toute défense retienne, limite, voire suspende. Le sauvetage de l'autre le châtre. Dans le second, il défend l'acte qui se conjugue avec la mort, aussi bien celle infligée à l'ennemi que celle que le combattant ne craint plus. Une phrase le confirme, lorsqu'il oppose la RAF à mai 68, qu'il semble alors détester parce qu'il fut, je le cite, danse et non combat, manifestation verbeuse et non irréparable, dentelle angélique, spiritualiste, humaniste et non guérilla. Je cite Genet, « La RAF s'est organisée avec à la fois une dureté de bouchon bien vissé,
avec une étanchéité des structures, avec une action violente qui ne cesse ni en prison ni hors d'elle et conduit avec précision chacun de ses membres aux limites de la mort, aux approches de la mort, souffertes, s'opposant violemment aux brutalités judiciaires et carcérales, et jusqu'à la mort elle-même. L'héroïsme n'est pas à la portée de n'importe quel militant. La scansion voulue par Genet tombe, je cite, « On peut donc penser que les gauchistes désinvoltes, épinglés par Ourilke, le radicalisme seulement verbal, sont apeurés devant une détermination aussi conséquente. » La violence révolutionnaire est donc juste et défendable contre la brutalité des puissants, les tortionnaires. Ce qui fascine Genet, c'est là où nous devons en venir, n'est pas seulement l'indéfendable, et ses incarnations, le criminel, le voleur, le pédéraste, le révolutionnaire, etc., social ou politique, c'est plutôt l'acte pur, le rêve de l'acte pur, c'est-à-dire le choix affirmatif, décidé, volontaire de la mort. L'héroïsme se loge pour lui en ce point, un choix de la mort contre la vie, toujours contaminée, et d'abord par la langue qui la nomme et fait vibrer les chairs pour en faire un corps vivant et jouissant. C'est le même héroïsme qu'il décrivait lorsque le criminel, le pire, le tueur d'enfants, monte vers l'échafaud. Une phrase parmi tant d'autres, extraite du miracle de la rose, en témoigne. Il s'agit donc d'une gloire céleste à laquelle j'aspirais, et Arcamone, avant moi, y avait atteint, tranquillement, grâce au meurtre d'une fillette et 15 ans après, à celui d'un gaffe de Fontevraud. Rarement un texte politique, y compris parmi ceux de Genet, aura autant que violence et brutalité promu une telle glorification de la mort et de l'écrasement de la vie. Une promotion à froid, sans le lyrisme du génie poétique, comme il l'écrit sans sourciller. La brutalité d'une éruption volcanique, celle d'une tempête, et plus quotidiennement celle d'un animal, n'appelle aucun jugement. Voilà jusqu'où peut aller Genet, oui, jusqu'au pire, la mort à froid, sans jugement, sans mots. L'oublier, oui, l'oublier serait une erreur. Ça serait se soumettre à l'hagiographie servile. Le rappeler à propos de la fraction permet de lire rétroactivement les romans avec leur culte mortifère, avec ce goût du pire porté à l'incandescence d'une position politiquement baroque.